Je vous propose de commencer tout de suite parce qu'on a une actualité réglementaire assez chargée sur sur laquelle on voudrait revenir. Donc déjà, j'ai le plaisir de faire ce webinaire avec Justine Millier du cabinet d'Hitler France. Merci beaucoup Justine d'être avec nous pour nous faire justement ce décryptage. Et puis notre ami de toujours, Loïc Tournedouet, qui s'occupe de la programmation et de l'animation des webinaires d'ENOA. Alors, tout de suite, peut-être un point de situation général qui nous avait incité vraiment à choisir d'avancer sur justement l'actualité juridique. Car on observe depuis quelque temps des accords de branche ou des propositions de loi, ou même dans le projet de loi de finances 2025, un ensemble de mesures qui visent en fait à restreindre le recours à la modalité distancielle. Pour donner quelques exemples, en 2024, et Justine reviendra dessus, la branche de l'hôtellerie-restauration, sur les formations pratiques et techniques sur les métiers de l'hygiène alimentaire, où l'accord a prévu de suspendre les formations à distance, également en alternance. On voit aussi une proposition de loi en janvier 2025 qui a été adoptée sur le CAP Petite Enfance, qui n'autorise plus les formations à distance. Et puis, dernière en date, qui nous concerne, nous, beaucoup, c'est le projet de loi de finances 2025, avec une potentielle baisse de 20% des niveaux de prise en charge pour les CFA qui font du distanciel, du 100% distanciel. Donc, on attend cette décision qui devrait arriver demain par la ministre. Donc, face à ces différentes mesures, on constate qu'on a quand même une certaine remise en cause de cette modalité, ce qui pour nous effectivement est vraiment chagrinant et un petit peu désespérant quand on a vu tout ce qu'on avait essayé de mettre en place depuis le Covid notamment, pour cette fameuse continuité pédagogique. Donc, et qui se focalise beaucoup sur le geste métier. Voilà, et puis également qui montre quand même une discrimination sur cette modalité par rapport aux autres. Donc, on a déjà communiqué plusieurs fois, vous avez peut-être vu nos communiqués de presse sur ces questions-là. Le dernier en date a été envoyé hier, et donc on a un petit peu changé notre façon de voir les choses en demandant à nos acteurs adhérents d'ENOA, qui sont des CFA complètement impliqués dans le digital, d'avoir une réaction commune. Et dans ce CP, du coup, voilà, on pointe en fait la mise en danger de cette filière-là, de cette filière qui promeut quand même l'innovation pédagogique sur l'ensemble des territoires, en disant que voilà, une baisse de niveau de prise en charge, c'est aussi un gros risque d'affaiblir la filière, car les seuils de rentabilité moyens restent très faibles sur ce secteur-là. Et puis, ça priverait aussi des milliers d'apprentis de cette possibilité d'utiliser cette modalité qu'ils ont choisie pour avec des choix qui effectivement les concernent et qui permet d'accéder à cette modalité sur des territoires où ils peuvent être empêchés, où ils n'ont pas forcément l'offre de formation possible. Donc, on n'a pas hésité à, voilà, à avoir cette prise de parole dans le débat public, et nous travaillons donc sur deux chantiers, donc je voulais vous en parler également, qui sont un sur des indicateurs autour de la valeur et l'impact de la formation digitale, et puis aussi avec une commission là avec des adhérents financeurs autour de comment on pourrait travailler sur un peu un cadre commun et partagé sur le contrôle de services faits, et comment et la qualité, et comment, quel type de preuves aussi on pourrait partager en commun pour assurer que l'action de formation a bien été réalisée. C'est des travaux qu'on a déjà menés depuis de longue date, nous, à ENOA, mais qu'on est prêt effectivement à remettre sur le tapis et à retravailler ensemble avec les acteurs de l'écosystème. Donc, nous allons effectivement approfondir ces questions d'actualité juridique avec Justine Millier, notamment sur le contrôle de service fait, mais aussi contrôle qualité,
voilà, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, de retrouver ses petits. Et puis, de partager avec vous donc les préoccupations de notre secteur, hein, avec cette actualité très abondante. Un petit mot quand même avant de donner la parole à Justine. On a prévu des rencontres nationales cette année à Angers, le 6 et 7 novembre, à l'invitation de la CCI du Maine-et-Loire. Déjà, ce sera un événement un peu exceptionnel car nous fêterons nos 30 ans d'existence. Et puis, nous mettrons en partage l'ensemble de ces travaux qui auront été faits autour de la qualité et du contrôle, notamment, qui sont des sujets impliquants aujourd'hui. Tout de suite, je vais donner la parole à Justine qui va nous parler, va commencer avec le CPS en 2025, quelle nouveauté? Sachez, parce que vous nous le demandez régulièrement, le PPT sera à votre disposition et vous sera envoyé. Le webinaire est enregistré, vous sera également envoyé. Et nous prendrons des questions. Loïc prendra des questions dans le chat, dans la conversation, et du coup pourra les rassembler et les poser à Justine plutôt vers la fin de sa présentation. Justine, merci beaucoup de ta présence. Eh ben, merci beaucoup Aurélia. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on va faire un petit panorama des nouveautés législatives, réglementaires qui touchent directement ou indirectement finalement les formations réalisées en tout ou partie à distance. Et donc on va commencer effectivement par les nouveautés qui vont concerner le compte personnel de formation. Alors, il faut savoir que la loi de finances de 2025, elle a supprimé les formations ACRE, les formations à la création, à la reprise d'entreprises, qui ne sont désormais donc plus éligibles au compte personnel de formation, sauf exception, c'est qu'elles doivent être enregistrées au sein de l'un des répertoires nationaux, donc le RNCP ou le répertoire spécifique. Voilà. À défaut, du coup, effectivement, toutes les formations ACRE sont déréférencées de la plateforme et ne sont plus éligibles au compte personnel de formation. Donc évidemment, que ces formations soient réalisées en présentiel et ou en distanciel, les modalités pédagogiques finalement n'ont pas de conséquences puisqu'effectivement toutes les formations ACRE ne sont plus éligibles au compte personnel de formation, sauf si elles sont enregistrées au sein de l'un des répertoires nationaux. Deuxième nouveauté qui date déjà d'ailleurs plutôt de 2024, c'est l'instauration d'un reste à charge pour les titulaires du compte personnel de formation. Comme vous le savez sûrement déjà, cette participation financière, elle est revalorisée chaque année. Donc elle était de 100 € en 2024, elle est passée à 102,23 € en 2025. Et l'arrêté de 2024 a prévu deux exceptions pour les titulaires qui ne doivent pas du coup financer une partie de leur formation, à savoir les demandeurs d'emploi. Et lorsqu'il y a eu un abondement du compte personnel de formation par l'employeur. Voilà. Ce qui permet du coup aux titulaires de ne pas avoir à verser ce reste à charge de 102,23 €. Alors l'idée ici du gouvernement finalement, c'est d'optimiser et d'engager plutôt les entreprises employeurs à co-construire avec leurs salariés le compte personnel de formation. Et c'est la raison pour laquelle, en 2025, du coup, depuis le 17 avril, les modalités d'alimentation complémentaire du compte personnel de formation ont été modifiées et permettent aux entreprises employeurs de venir abonder le compte personnel de formation en ayant la possibilité finalement d'orienter les titulaires du compte personnel de formation à choisir des formations qui vont être en adéquation avec les besoins futurs de l'entreprise employeur. Voilà. Tout ça étant dans une logique évidemment de cofinancement entre l'entreprise employeur et le salarié. Alors,
il faut savoir que cette possibilité était déjà offerte via le compte personnel de formation, puisque l'entreprise employeur pouvait abonder le compte personnel de formation de son salarié, mais en indiquant uniquement le montant de l'abondement et l'identité du bénéficiaire. De sorte que, en fait, finalement, le bénéficiaire pouvait choisir n'importe quelle formation et il pouvait utiliser cet abondement justement pour la financer. Ce qui est modifié aujourd'hui, c'est que l'entreprise employeur va pouvoir, en amont, du coup, informer la Caisse des dépôts et consignations des conditions d'utilisation des abonnements complémentaires et la durée de la mise à disposition de ces droits. Voilà. De sorte qu'en fait, l'employeur va pouvoir imposer le type de formation éligible, voilà, qui devra nécessairement être une formation certifiante éligible au CPF, dans la mesure où vous passez par le compte personnel de formation, c'est tout à fait logique. Et il va pouvoir imposer un délai d'inscription à l'action de formation pour le salarié. Également, si jamais le titulaire du compte personnel de formation n'a pas utilisé les abondements de son employeur dans un délai que va déterminer l'employeur en fonction des modalités d'organisation des actions concernées, il sera possible d'obtenir le remboursement du montant de l'abondement concerné. Alors, il faut savoir que le décret, à l'heure actuelle, ne précise pas les spécificités liées notamment aux modalités d'organisation des actions concernées. Il n'y a pas plus de précision que cela, mais la Caisse des dépôts est supposée fournir des conditions générales d'utilisation qui vont permettre justement d'encadrer ces nouvelles modifications en vigueur depuis du coup le 17 avril dernier. Voilà pour le compte personnel de formation. On va maintenant passer à l'apprentissage, aux dernières mesures que vous a exposées en introduction Aurélia, avec notamment la participation de l'employeur dans la prise en charge des contrats d'apprentissage. Alors, il a été annoncé dernièrement que ce montant serait de 750 € à partir du 1er juillet 2025, donc pour tous les contrats conclus à compter du 1er juillet 2025. On émet toutefois une réserve. Il y a un décret qui devrait paraître dans les prochains temps et qui devrait venir confirmer du coup le montant de cette participation de l'employeur. Alors, tous les contrats d'apprentissage ne sont pas concernés par cette participation. Ce ne sont uniquement que les diplômes ou titres à finalité professionnelle qui équivalent au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, équivalent Bac+3 licence. Voilà. En conséquence de cette prise en charge par l'employeur, nécessairement, la prise en charge de locaux compétents va diminuer de ce même montant. Voilà. Donc, en effet, il était prévu que ce montant devait être proportionnel au niveau de prise en charge dans la limite d'un plafond. Il semblerait qu'effectivement, ce sera plutôt fixé à une somme forfaitaire de 750 €. Étant précisé qu'évidemment, ces informations devront être confirmées dans le cadre d'un décret à paraître. Deuxième mesure qui concerne principalement l'apprentissage et directement les formations réalisées en tout ou partie à distance, c'est la modulation des niveaux de prise en charge par les branches en cas de recours à des modalités de formation à distance. Voilà. Alors, également, un décret doit paraître sur cette minoration. Voilà. Il faut savoir que au moment de l'adoption de cette mesure, des amendements avaient été votés pour que cette modulation soit nécessairement à la baisse et lorsque la formation était dispensée intégralement à distance. Voilà. Ce qui a été finalement adopté, c'est que les formations doivent faire appel à des modalités de formation à distance. Donc nécessairement, ça inclut les formations qui sont réalisées en totalité en distance, mais également partiellement en distance et partiellement en présentiel.
Il y a un arbitrage qui est attendu, donc du coup, demain, comme vous l'a dit Aurélia en introduction, par la ministre du Travail et de l'Emploi. Mais bon, on peut nécessairement penser que de toute façon, hein, les niveaux de prise en charge vont baisser prochainement, ce qui aura donc effectivement un impact hein, sur les formations réalisées en apprentissage. Justine, peut-être juste une petite question que posait une personne en disant qu'est-ce qui se passe dans le cas des formations hybrides? Eh bien, Ah, justement, ouais, bah, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, initialement, ça devait concerner uniquement les formations réalisées intégralement à distance. Et la rédaction du texte tel qu'il a été adopté vise les formations qui possèdent des modalités de formation à distance. Du coup, ça signifie qu'effectivement, les formations qui sont réalisées même partiellement de 10% par exemple à distance pourront être concernées par cette baisse des niveaux de prise en charge. Voilà. Mais de toute façon, tout ça va être reprécisé hein, par la ministre du Travail et de l'Emploi et un décret hein, viendra confirmer voilà, voilà, on saura la baisse. effectivement Mm. demain. On a dit qu'effectivement, le complètement à distance serait considéré à partir de 80% du parcours qui serait en distanciel, mais chiffre encore à confirmer et dont on aura les précisions certainement effectivement demain. Voilà. Troisième mesure qui concerne l'apprentissage, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais c'est bien d'en faire le rappel, c'est l'évolution du montant de l'aide unique et de l'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis. Alors initialement, cette aide unique et cette aide exceptionnelle étaient de 6 000 euros au titre de la première année du contrat d'apprentissage. Ce montant a été modifié puisque maintenant, pour les entreprises inférieures à 250 salariés et tous les diplômes ou titres préparés d'un niveau inférieur ou égal au baccalauréat, ah, pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025, le montant de l'aide unique passe à 5 000 euros au titre de la première année du contrat d'apprentissage. Donc il y a une baisse de 1 000 euros. Il est toutefois prévu une exception pour les contrats conclus avec une personne en situation de handicap. Pour ces personnes-là, le montant sera toujours de 6 000 euros. Le montant a été également modifié pour l'aide exceptionnelle à l'embauche, initialement de 6 000 euros. Il passe aujourd'hui à 5 000 euros pour les entreprises inférieures à 250 salariés pour les titres ou diplômes préparés d'un niveau Bac plus 2 à Bac plus 5, donc une baisse de 1 000 euros. Pour les entreprises supérieures à 250 salariés et pour les titres et diplômes préparés d'un niveau Bac plus 5, l'aide exceptionnelle est diminuée à hauteur de 2 000 euros au titre de la première année du contrat d'apprentissage. Il est également prévu une exception qui concerne les apprentis en situation de handicap pour lesquels, du coup, l'entreprise employeur pourra toujours percevoir une aide d'un montant de 6 000 euros. Voilà. Ces mesures-là ne concernent effectivement que les contrats conclus du 24 février 2025 au 31 décembre 2025. Pourquoi? À la différence de l'aide unique qui est prévue par les dispositions du Code du travail et donc par une disposition législative, l'aide exceptionnelle nécessite que tous les ans soit pris un décret pour venir fixer le montant et la reconduction finalement de l'aide exceptionnelle. Raison pour laquelle cette année, dans la mesure où le décret a mis du temps à être pris et à être publié, pour les contrats qui sont conclus du 1er janvier 2025 au 23 février 2025, aucune aide exceptionnelle ne pourra être perçue, n'a pu être perçue du coup, par les entreprises employeurs. Ah. Il y a d'autres spécificités, c'est-à-dire qu'une entreprise employeur ne pourra pas percevoir une aide unique ou une aide exceptionnelle pour l'embauche d'apprentis si il a déjà conclu un contrat avec ce même apprenti et si le nouveau contrat vise la même certification professionnelle. Il ne pourra pas y avoir de double aide à ce titre-là. Le décret précise également les dates auxquelles doivent être communiqués les contrats d'apprentissage à chaque opérateur de compétences compétent. Voilà.
Il faut savoir que pour les contrats qui sont conclus entre 2023 et 2024, que ce soit contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation jusqu'au 30 avril, puisque comme vous le savez, à compter du 1er mai, il n'y a plus eu d'aide pour les contrats de professionnalisation, l'OPCO doit recevoir le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avant le 30 juin 2025. À défaut, l'entreprise employeur ne pourra plus percevoir les aides auxquelles il a droit. Voilà pour l'apprentissage. N'hésitez pas Justine, si vous... Oui, juste une petite question parce que effectivement, pour bien repréciser, parce que ça nous est demandé, la baisse des prises en charge, il y a ces 20% dont on parle qui concernent le digital, mais et qui concernent la formation en alternance, mais ça n'empêche pas qu'on a une baisse générale et oui. également des niveaux de prise en charge pour l'alternance. Donc, c'était de bien faire la différence parce qu'on a une personne qui se posait effectivement la question. Est-ce que tu peux bien nous préciser Alors, la- alors effectivement, de façon générale, de toute façon, les niveaux de prise en charge pour toutes les formations ont vocation à diminuer, hein. Alors, c'est une volonté du gouvernement dans la mesure où il laisse l'apprentissage en guichet ouvert, c'est-à-dire que tous les contrats d'apprentissage doivent être financés par l'opérateur de compétences. Et si jamais l'opérateur de compétences n'a plus les fonds nécessaires, il doit faire appel à France Compétences pour venir abonder, entre guillemets, l'OPCO pour qu'il puisse prendre en charge les contrats d'apprentissage. Donc, pour pouvoir garder ce guichet ouvert, le gouvernement diminue de façon générale, hein, les niveaux de prise en charge. La nouveauté qui est prévue par la loi de finances, c'est de pouvoir entre guillemets, imposer une baisse encore plus significative pour les formations qui présentent des modalités pédagogiques à distance. Voilà. Mais globalement, effectivement, hein, tous les niveaux de prise en charge ont vocation à diminuer. voilà, tous les niveaux ont vocation à diminuer et pour des CFA qui font du distanciel jusqu'à 80%, ce serait vraiment ce ratio-là, normalement 80%, il y aurait une baisse supplémentaire de 20%. Voilà, c'était pour préciser par rapport aux différentes questions du chat. Je te laisse Pas de continuer. souci. Alors maintenant qu'on a fini l'apprentissage, je vous propose qu'on passe au renforcement des différents contrôles qui vont être opérés, que ce soit par la Caisse des dépôts et consignations, que ce soit par les opérateurs de compétences ou encore par le GIE des 2OF pour le compte des différents OPCO. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir bien différencier ces différents contrôles, hein, que sont amenés du coup les prestataires de formation à répondre finalement dans le cadre de ces différents contrôles-là. Alors, au niveau des opérateurs de compétences, peut-être juste avant, vous rappelez qu'au-delà de ces contrôles OPCO, CDC, GIE des 2OF, vous avez également les différents contrôles qui vont être opérés par la DRETS et la DGEFP, d'accord? Et qui, eux, ont vocation à venir vérifier la bonne utilisation des fonds de la formation professionnelle par les prestataires de formation. Donc l'objet est différent d'un contrôle qualité ou d'un contrôle de service fait qui vont être opérés par les opérateurs de compétences. Dans le tableau qui vous est présenté, on voit quand même que le contrôle de service fait et le contrôle de qualité n'ont pas le même objet, voilà, et ne présentent pas les mêmes modalités d'organisation au niveau notamment de la procédure et encore des sanctions. Alors, le contrôle de service fait, il va permettre à l'opérateur de compétences de s'assurer de l'exécution des formations conformément aux dispositions légales, réglementaires ou encore conventionnelles. Ce contrôle de service fait, il s'effectue au regard des pièces justificatives qui ont été fixées par arrêté de 2018 et qui a été modifié l'année dernière, puisqu'il permet aux opérateurs de compétences, dans le cadre d'un contrôle de service fait, de demander des pièces complémentaires à celles qui sont fixées par arrêté. Pour rappel, celles qui sont fixées par arrêté, ça va être tous les documents qui ont été envoyés à l'OPCO pour la demande de prise en charge, également l'accord de prise en charge,
la facture, le certificat de réalisation et le relevé des dépenses. Voilà. Donc maintenant, au-delà de ces pièces-là, l'opérateur de compétences va pouvoir demander tout document, toute pièce justificative complémentaire au prestataire de formation, voilà. Notamment en cas de plainte ou d'anomalie. C'est la petite nouveauté de l'année dernière. Donc, ça concerne nécessairement les formations, qu'elles soient réalisées en présentiel et ou en distanciel. Le contrôle qualité, lui, vise à s'assurer de la qualité des formations effectuées et de leur conformité aux obligations légales, réglementaires et conventionnelles. Le contrôle qualité, à la différence du contrôle de service fait, peut intervenir indépendamment du financement d'une action de formation. Les financeurs doivent s'assurer que le prestataire détient une certification Calliope. Le contrôle de service fait, lui, il intervient postérieurement à la réalisation des prestations de formation et préalablement au paiement de l'organisme de formation. Donc, comme je vous le disais, dans le cadre du contrôle de service fait depuis le 13 mai 2024, l'OPCO peut demander tout document complémentaire dans le cadre d'un contrôle de service fait, même de premier niveau. La sanction du contrôle de service fait, ça va être le refus de prise en charge de la formation qui a été contrôlée. Enfin, les OPCO n'ont pas la possibilité de figer les demandes de prise en charge, les financements des autres formations qui ne sont pas concernées par le contrôle de service fait. Dans le cadre du contrôle de qualité, l'opérateur de compétences peut informer, si jamais il constate la méconnaissance des obligations relatives à la qualité des formations, il va pouvoir informer l'organisme certificateur de ces manquements. Potentiellement, ces signalements vont pouvoir entraîner de la part du certificateur un contrôle de la qualité des formations. Dans le cadre de ce contrôle-là, l'OPCO veille à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestataires analogues. Une sanction est prévue en cas d'opposition du prestataire de formation à ce contrôle. Ça va être le refus de prise en charge de la formation qui est censée être contrôlée. Voilà. Le contrôle de qualité peut donc être réalisé conjointement au contrôle de service fait. Ces contrôles-là peuvent également être mutualisés entre les organismes financeurs, on le verra d'ailleurs juste après, exercés pour le compte d'un ou plusieurs organismes financeurs par une structure qui le mandate à cet effet. Donc là, ça va être le cas du GIE D2OF, comme on le verra juste après, qui a publié son nouveau référentiel. En termes de procédure, les résultats du contrôle doivent être notifiés au prestataire de formation, voilà, qui va pouvoir du coup faire valoir ses observations dans un délai qui ne pourrait être inférieur à 7 jours. Il y a également des pouvoirs de la part de l'opérateur de compétences de signaler les manquements qui vont être réalisés, qui ont été constatés auprès des services de l'État dans le cadre du contrôle de service fait et qui pourront du coup entraîner potentiellement le déclenchement d'un autre contrôle de la part de la DRETS ou encore de la DGEFP. Alors, est-ce que c'est clair pour les contrôles qualité et de service fait? Alors, je ne vois pas les questions, donc si jamais Aurélia, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vous propose du coup qu'on voit maintenant plus spécifiquement le contrôle qui va être réalisé par le GIE D2OF, hein, au sein duquel tous les opérateurs de compétences sont membres, puisque le GIE a effectivement publié le 14 mars dernier son nouveau référentiel de contrôle qualité. Voilà, appelle manuel d'interprétation du référentiel. De façon très pragmatique, ce nouveau référentiel prévoit 6 critères, voilà, de qualité, à l'instar d'ailleurs du référentiel national qualité, hein, donc la certification dite Calliope, qui vont être déclinés en plusieurs indicateurs.
Alors, si vous prenez ce nouveau manuel, on voit quand même énormément de ressemblances avec le référentiel national qualité, puisqu'il est présenté de la même façon. Vous avez des critères, des indicateurs, des attendus, des éléments de preuve à apporter, euh, et s'il s'agit d'une non-conformité ou pas. Justine, est-ce que tu as pensé à tourner le slide? Certaines Oui, on est personnes bon. en fait, Ah, ne parce que voient moi, je pas suis sous. les slides qui tournent. Donc, on est, Alors, moi-même, je suis toujours dans le renforcement du contrôle des OPCO avec la distinction service contrôle fait et service moi, ça qualité des tourne. OPCO. Ok. Ouais, moi, c'est bien affiché. Alors, j'essaye de repasser en arrière et de revenir. Je ne sais pas si c'est bon de votre côté. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, hein, ce nouveau manuel d'utilisation ressemble fortement au référentiel national qualité. On remarque quand même qu'il y a quelques indicateurs qui sont vraiment très spécifiques et nouveaux finalement pour les prestataires de formation, notamment les indicateurs 4.3 à 4.5. Où effectivement, en fait, le CFA va devoir mettre en place des mesures qui visent à certifier, authentifier les documents, les pièces justificatives qui sont fournies à l'opérateur de compétences et finalement de vérifier l'intégrité de ces documents qui sont fournis à l'OPCO. Donc ça nécessite quand même d'importants moyens humains quand même et matériels pour les prestataires, puisque des procédures de sécurité devront être mises en place. Voilà. Il va falloir former le personnel sur ces nouvelles procédures et tenir des registres spécifiques. Alors, vous en avez des Justine, exemples. Oui, excuse-moi, je t'interromps, mais comme on n'arrive pas à voir les slides, ce que je te propose, alors, peut-être que Loïc, tu peux prendre une ou deux questions du chat qui ont été posées. Et pendant ce temps-là, moi, je vais partager mon écran et on va essayer différemment, si ça vous va. ok, pas de Donc souci. Loïc, je te laisse prendre peut-être des Allons-y, j'en ai questions noté. notamment sur les preuves demandées par les Ouais. OPCO ou des choses comme ça. Ok, donc j'en ai pris quelques-unes un peu au fil de l'eau là. Sylvain nous demande en fait l'OFA peut-il se voir refuser la prise en charge d'une formation certifiante par l'OPCO si l'OFA n'est pas un centre évaluateur? Il n'est pas un centre évaluateur, comment ça? Parce qu'en Euh, fait, c'est-à-dire il serait sous-traitant? Ça doit être ça, oui, Parce je que sais pas. là, ça va être finalement. Alors, s'il est sous-traitant, c'est pas lui normalement qui reçoit les niveaux, enfin les différents financements, donc c'est pas lui qui va être directement contrôlé. Ça va être son donneur d'ordre qui sera contrôlé dans ce cadre-là. D'accord. J'espère que c'est clair. Oui, c'est ça. C'était bien ça, et c'est Sylvain qui nous confirmait que c'était bien ça. Sinon, il y a plusieurs questions par rapport en fait à la collecte, on va dire, de preuves de participation de l'apprenant. Donc, une première personne, Michel, là, qui nous dit qu'elle a un litige avec un OPCO, qui lui demande une signature de l'apprenant pour une formation 100% à distance, à 4 heures, alors qu'en fait, elle a fourni les logs de connexion. Elle se demande si ça ne suffit pas. Et Laurence, là, qui a aussi un autre problème avec un autre OPCO, apparemment, qui lui demande en fait l'adresse IP de l'apprenant. Est-ce que c'est légal ou pas? Enfin, jusqu'où on peut aller dans la collecte des différents Ouais. éléments de preuve? Alors, généralement, les opérateurs de compétences ont des conditions générales au sein desquelles ils vont fixer la liste des pièces qu'ils peuvent vous demander. Donc, dans un premier temps, déjà, il faudrait vérifier ce qui est indiqué dans ces conditions générales-là. Alors après, par principe, vous êtes censé pouvoir apporter tout élément de preuve qui vient justifier de la réalisation des actions de formation. Donc, si jamais vous n'êtes pas en mesure d'apporter une pièce spécifique, normalement, vous devriez pouvoir, auprès de l'OPCO, lui fournir un autre document qui permet d'en attester la réalisation.
Voilà. Bon, alors moi, j'ai Après, remis, excuse-moi, du coup, j'ai remis le partage. Donc, en tout cas, c'est bon de mon côté. Je te laisse terminer, Justine. ouais, alors non, donc du coup, effectivement, voilà, voir avec l'OPCO si vous pouvez apporter un autre élément, si vous n'êtes pas en mesure d'apporter celui qui vous est demandé. Après, si c'est prévu dans les conditions générales, malheureusement, voilà, vous risquez un refus de prise en charge quand même de la part de l'opérateur de compétences. Ensuite, les logins de connexion, ça, ça ça permet, c'est une des pièces justificatives hein, qui permet d'attester de la réalisation de la formation. Maintenant, c'est vrai que notamment pour les formations dites synchrones, hein, quand vous êtes en face à face comme on peut l'être à présent, généralement, ça va être une feuille d'émargement qui va être signée de manière électronique, qui va vous être demandée de la part de l'OPCO. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de la fournir, malheureusement, bon, je vais pas vous dire de le faire signer a posteriori, mais faudrait voir avec l'opérateur concerné si effectivement vous pouvez pas simplement lui fournir les logs de connexion et d'autres documents qui permettent justement de justifier de la réalisation de la formation. J'en profite justement pour vous dire que sur les signatures électroniques, notamment en lien avec le manuel d'utilisation du GIE, là, D2OF, et qui vous impose finalement de vérifier et de garantir l'authenticité et l'intégrité des documents que vous fournissez, c'est d'utiliser des signatures électroniques avec quand même des systèmes sécurisés pour justement vérifier l'authenticité du signataire du document et qui répondent au règlement EIDAS, règlement européen, qui fixe certaines mesures en fait de sécurité pour justement attester que la personne qui va signer le document est bien la personne concernée. Voilà. Donc juste vérifier quand même vos outils pour justement pouvoir répondre aux critères qui sont fixés maintenant par le manuel d'utilisation du GIE des 2OF. Alors, Aurélia, il faudrait avancer. Alors, on ne voit pas ton écran en entier et il faudrait passer 2 slides, je pense, parce que là, du coup, on n'est plus sur le... Voilà. Donc, sur le contrôle qualité. Donc, ce que je vous disais, effectivement, hein, donc c'est ces nouveaux indicateurs qui vous imposent hein, de mettre en place des mesures en interne, des procédures, de former votre personnel et de tenir des registres. Même slide d'après, puisque je pense qu'on l'a déjà bien balayé. Voilà. Les sanctions qui peuvent être prises par le GIED2OS, ça va être le signalement à l'organisme certificateur qui a délivré la certification Calliope. Voilà. Et un risque de refus de prise en charge en cas d'opposition du prestataire au contrôle. Alors, j'ai vu passer quand même plusieurs fois la même question. Ce contrôle qualité qui est réalisé par le GIED2OF vient en complément du contrôle qualité lié à la certification Calliope. Voilà. Ce sont bien 2 contrôles distincts qui n'ont d'ailleurs pas les mêmes indicateurs, hein, même s'il y en a effectivement qui sont même globalement qui sont communs entre les 2 référentiels, il y a quand même des spécificités au sein du manuel d'utilisation du GIE des 2OF qui imposent quand même les prestataires à mobiliser des moyens humains et matériels pour pouvoir justifier des différents indicateurs voilà, fixés dans le manuel d'utilisation. Je ne sais pas si on prend d'autres questions, non. Alors, on passe maintenant au contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, qui est également un contrôle qualité, qui vient en complément du contrôle de la certification Calliope, du contrôle du manuel du GIE des 2OF. Et donc, maintenant, vous avez un contrôle qualité complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations. Alors, la Caisse des dépôts elle a publié une actualité sur son site du CPF qui prévoit du coup 7 nouvelles procédures d'évaluation de la qualité des actions, voilà, qui visent à améliorer l'offre de formation présentée sur la plateforme et à renforcer la confiance des titulaires du compte personnel de formation. Donc toutes ces mesures, elles sont liées hein, par les différentes dispositions qui ont été prises par la Caisse des dépôts et consignations depuis déjà maintenant 2 ans, notamment la lutte contre la fraude au CPF,
Voilà, effectivement, tout est lié et ces mesures présentent les mêmes objectifs. Voilà. Dans le cadre de ce contrôle-là, vous avez deux niveaux de contrôle, un niveau standard et un niveau dit exhaustif. Voilà. Le premier niveau, il va s'effectuer à distance sur la base de 13 critères pour lesquels on n'a pas eu de précision parce que en fait, vous avez 17 critères concernés par ce contrôle-là. Et dans le cadre seulement du premier niveau de contrôle, il n'y en a que 13 qui vont être concernés. Pour autant, la Caisse des dépôts et consignations n'a pas précisé lesquels seraient concernés. Voilà. Donc, dans le cadre de ce premier niveau, vous allez être contrôlé sur 2 dossiers clôturés sur les 3 dernières années. Voilà. Il faut que vous obteniez un score supérieur à 75% avec réserve ou 85% sans réserve. Si jamais ce score n'est pas atteint, vous risquez un deuxième contrôle qui va être un contrôle dit exhaustif. Ce contrôle-là, il peut être mis en place notamment à l'issue donc du contrôle standard, mais également en cas de signalement, par exemple, des titulaires du compte personnel de formation. Alors, ce contrôle est un peu plus poussé puisqu'il est réalisé à distance, mais prévoit quand même une visite sur site du prestataire de formation. Et dans ce cadre-là, ce sont l'ensemble des critères qualité de la grille d'audit qui vont être concernés. Ce n'est pas non plus 2 dossiers clôturés qui vont être audités, mais 3 dossiers sur les 3 dernières années. Voilà. Il va falloir que vous validiez 15 des 17 critères. Sinon, la CDC pourra vous faire des recommandations pédagogiques, voire vous imposer des sanctions. Alors pour l'instant, on n'a pas de précision sur les sanctions qui pourront éventuellement être prises par la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, c'est potentiellement un attendu avant le contrôle, mais de ce qu'on en sait pour l'instant, la Caisse des dépôts n'a pas prévu d'apporter de précisions complémentaires à ce stade-là. Donc voilà. Donc sachez quand même que les prestataires de formation pourront être sanctionnés si jamais, dans le cadre du contrôle exhaustif, il n'a pas pu répondre aux 17 critères qui ont été identifiés par la Caisse des dépôts et consignations. Ces contrôles-là, du coup, les 17 critères ont été posés par la Caisse des dépôts et consignations. Il est prévu de les décliner en fonction des modalités pédagogiques de la formation, et notamment si vous présentez une formation en tout ou partie à distance, sans pour autant que nous ayons de précision sur ces déclinaisons possibles. Il a été annoncé quand même 1000 contrôles sur cette année. Donc voilà, la Caisse des dépôts et consignations va quand même lancer sa vague de contrôle récemment et potentiellement devrait remettre un reporting de ces contrôles-là en septembre prochain. Et c'est peut-être à cette occasion que nous aurons des précisions sur les modalités d'appréciation de ces 17 critères qui ont été fixés par la Caisse des dépôts et consignations. Alors, quand même, pour un petit comparatif, globalement, là encore, il n'y a pas spécifiquement de critères qui vont être vraiment différents de ceux qui sont prévus par le référentiel national qualité, donc pour Calliope. Voilà, donc normalement, en tout cas pour le contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, il ne devrait pas y avoir nécessité pour les prestataires de formation d'engager des moyens humains et matériels pour pouvoir y répondre, à la différence quand même du contrôle du GIE des 2OF, où là, effectivement, vous avez quand même 4-5 critères qui vont nécessiter de revoir vos procédures en interne, de prévoir des éléments de preuve complémentaires pour pouvoir répondre au GIE des 2OF. Alors la CDC, j'en profite, je viens de voir la question, elle va contrôler uniquement les prestataires de formation qui proposent et qui réalisent des formations qui sont éligibles au CPF et qui sont du coup financées par le compte personnel de formation. Et qui sont donc nécessairement enregistrés au RNCP ou au RS, ou alors c'est pour la préparation au permis de conduire, les formations ACRE si jamais elles sont inscrites au RNCP, etc. Voilà. Mais que les formations qui sont éligibles et donc inscrites au compte personnel de formation. Merci Justine. Oui. Loïc, est-ce qu'on prend quelques questions? Oui, merci Justine. Du coup, il y a pas mal de questions effectivement sur le périmètre de contrôle, parce qu'avec tous ces contrôles, on peut aussi perdre un peu.
Peut-être du coup, il faudrait réafficher la slide 4 qui résume un peu du coup déjà le périmètre d'application de tout ça, en fait. Je sais pas, parce que du coup, pour les gens qui sont arrivés un petit peu en cours de route, pour redire effectivement les catégories d'actions éligibles qui sont Alors, je peux susceptibles essayer de d'être contrôlées et auditées. repartager. Ou Aurélia, si tu peux l'afficher du coup. La planche 4 où il y a le tableau avec les actions éligibles au CPF en 2025, puisque donc du coup, Oui, bilan de compétences VAE, effectivement, je ne les ai pas mentionnés, mais oui, vont être concernés par ce contrôle de qualité. Alors, ça va. Vas-y. on est sur la 2 là. Alors, j'ai une petite question là qui est très intéressante sur un potentiel manquement au principe du contradictoire sur le fait que les indicateurs et les critères pris en compte ne soient pas communiqués. Et bien, en fait, ils sont communiqués puisqu'effectivement, vous avez le GIE des 2EF qui a publié son manuel d'utilisation et la Caisse des dépôts et consignations qui a communiqué sa grille d'audit et qui prévoit effectivement les 17 critères qui vont être audités. Ce qu'on peut simplement signaler, c'est qu'il n'y a pas effectivement, en tout cas pour la Caisse des dépôts et consignations, il n'y a pas d'éléments complémentaires sur comment vont être appréciés et quels sont les éléments de preuve attendus pour répondre à ces critères-là, à la différence du référentiel national qualité de la certification Calliope, ainsi que du manuel d'utilisation du GE des 2EF qui reprend finalement la même structure que le référentiel national qualité. Donc, pas de manquement au principe du contradictoire, en tout cas à ce stade, même s'il est vrai qu'en fonction de l'appréciation de la Caisse des dépôts et consignations qui va être faite sur les différents critères, on pourrait se demander s'il n'y a pas un manque d'informations auprès des prestataires pour justement pouvoir bien répondre à ces critères-là, surtout si des sanctions ensuite sont prévues par la Caisse des dépôts et consignations. Oui, du coup, il y a Antoine qui nous a mis dans le chat là, différents liens où il y a tous les détails sur les différents contrôles. Euh, une autre question là qui est arrivée après dans la suite là, pour les prochains contrôles d'OPCO, est-ce que l'attendu est donc ce nouveau référentiel des deux OF ou Alors, dans le cadre du contrôle de service fait, ce ne sera pas le manuel du GIE des 2OF, mais pour autant, ce n'est pas parce que vous avez le GIE des 2OF qui va engager une vague de contrôle sur la base de son manuel d'utilisation que les OPCO ne pourront pas individuellement vous contrôler sur la base des dispositions réglementaires qui leur permet justement maintenant d'organiser des contrôles de la qualité. Voilà. Donc, vous pouvez avoir un contrôle de service fait de la part de l'OPCO, un contrôle qualité de la part de l'OPCO, un contrôle qualité de la part du GIE des 2OF, un contrôle qualité de la part de la Caisse des dépôts et consignations, et de façon plus générale, un contrôle administratif et financier de la DRET ou de la DGE-FP. ça fait beaucoup tout ça, on s'y perd un peu. Une autre question peut-être du coup qui n'a pas trop été abordée, je crois. Donc du coup, et le COFRAC dans tout ça en 2026, en fait, est-ce qu'il va faire lui-même des contrôles ou pas? Alors moi, j'ai pas d'informations spécifiques par rapport au COFRAC. Je ne saurais pas vous dire si effectivement ils ont vocation à venir contrôler les certificateurs. Je ne sais pas. Je ne peux pas m'avancer en tout cas sur ce point-là. Alors, la grille de contrôle de la CDC a bien été diffusée, hein. Elle a été publiée sur son site et vous la retrouverez en dernière slide du support du coup. France compétences dans tout ça, du coup? Alors c'est pareil, moi j'ai pas d'informations spécifiques par rapport à ça, ils n'ont pas vraiment communiqué sur la vague de contrôle, donc je ne saurais pas vous dire si vous allez en plus avoir un contrôle de la part de France Compétences. Bon. Alors sur le délai de retour en cas de contrôle CDC, on n'a pas spécifiquement d'informations hein, sur l'actualité qui a
qui a été publié par la Caisse des dépôts et consignations, là, que je suis en train de reprendre. Vous allez disposer de 10 jours pour envoyer vos éléments. Voilà. Mais par contre, sur les délais de traitement et sur les réponses qui vont être apportées par la Caisse des dépôts et consignations sur ces différents éléments, il n'y a pas de précision qui ont été apportées par la Caisse des dépôts et consignations. Simplement le fait que vous avez un délai de 10 jours, ce qui est quand même assez court, malgré tout, un délai de 10 jours, surtout si vous cumulez les contrôles, un délai de 10 jours pour envoyer les éléments demandés. J'avais vu une question passer autour du CPF. Je ne sais pas si vous avez pu y répondre. Elle concernait un point autour pour éclaircir un peu le co-abondement pour le titulaire du CPF. Le coût d'abondement, en fait, finalement, pour le titulaire, il n'y aura pas de financement de sa part, sauf si effectivement, il n'a pas assez de droits inscrits sur son compte personnel de formation. Mais la participation financière qui est prévue de 102,23 € ne sera pas due par le titulaire dès lors qu'il y a un abondement de la part de l'employeur. Voilà, c'était la question. Voilà. La question de Virginie était du fait, en cas de co-abondement, le titulaire du CPF ne verse pas les 102 €. Non, tout à fait. Voilà. Il y avait une autre question, toujours autour du CPF. Y a-t-il des points de vigilance pour les formations en ligne éligibles au CPF? Plateforme, justificatif de présence, suivi pédagogique. Je pense que tu vas nous parler des conditions générales, peut-être? Alors, effectivement, les conditions générales d'utilisation fixent une liste de pièces qui n'est absolument pas exhaustive, c'est-à-dire que vous pouvez apporter tout élément complémentaire, mais ça vaut pour l'ensemble des contrôles, c'est pas spécifique à la Caisse des dépôts et consignations. Mais effectivement, alors j'ai plus l'article en tête, mais vous avez une liste des pièces à fournir, notamment en cas de formation à distance. Alors, petit rappel, quand vous faites de la formation synchrone, donc en face à face, malgré tout, la pièce justificative la plus probante reste la feuille d'émargement signée de façon électronique. Voilà. Vous pouvez apporter d'autres éléments. Ça va être par exemple, on en parlait tout à l'heure, les logins de connexion, les potentiels travaux qui sont réalisés en groupe pendant la formation synchrone, etc. Pour la formation asynchrone, là, vous allez malheureusement pouvoir apporter uniquement que les travaux qui sont réalisés par le stagiaire. Et c'est la raison pour laquelle il est important, quand vous avez un parcours qui va être de plus en plus long, de prévoir des étapes, des jalons pédagogiques qui vont être justement terminés par la réalisation d'un travail fait par le stagiaire et qui vont justement pouvoir permettre de justifier de la réalisation de l'action de formation. Voilà. Vous pouvez également potentiellement, si vous arrivez à extraire des plateformes les temps de connexion, mais pour par exemple les temps de connexion pour la visualisation d'une vidéo, etc. Mais les pièces qui sont, en tout cas pour la Caisse des dépôts et consignations, c'est une liste non exhaustive, donc vous pouvez apporter tout élément de preuve pour en justifier. Une question un peu plus ancienne qui avait été posée vers le début de ton intervention, là, sur effectivement le moment où peuvent être faits ces contrôles services faits par rapport aux paiements, aux partiels ou totaux. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est pendant, au début, à la fin, après? Effectivement, si ça se passe après, que ça a déjà été payé, on se demande de l'utilité de faire un contrôle de certificat de service fait. Mais... Alors non, normalement, les contrôles, ils sont réalisés après la réalisation, mais avant le paiement, parce que du coup, si jamais dans le cadre du contrôle de service fait, l'OPCO voit qu'il y a une anomalie, il pourra refuser la prise en charge de la formation. Donc généralement, il est réalisé à la fin de la formation, mais avant la prise en charge de la formation par l'OPCO. Et du coup, là, ça n'a pas été posé, là, mais s'il y a un dysfonctionnement ou un manquement qui est constaté lors de ce contrôle, est-ce que du coup c'est blocage total ou est-ce qu'il peut en payer qu'une partie et puis réserver un solde? Ouais, blocage total de l'ensemble des formations qui sont réalisées par le prestataire, par le CFA, non. Uniquement le blocage de la formation concernée par le contrôle de service fait. Et généralement, c'est la totalité.
Enfin, moi, j'ai pas eu de cas, en tout cas pas à ma connaissance, où il y a eu qu'une partie des fonds qui ont été bloqués pour la formation qui a été auditée. Je crois qu'on a fait à peu près le Ah bah tour des d'ailleurs, tiens, il y a questions. une réponse intéressante là de... Pardon, j'ai coupé quelqu'un, je crois. Quelqu'un qui s'est fait... Un organisme qui s'est fait contrôler par la Caisse des dépôts et consignations. Et du coup, le prestataire, hein, Ernst Young, qui a été choisi par la Caisse des dépôts et consignations, a justement répondu qu'en raison d'un volume de dossiers très important à traiter, ils n'étaient pas en mesure de donner de date précise pour la réponse aux observations qui ont été formulées par le prestataire. Merci. Il y avait peut-être une précision à avoir effectivement sur, et puis on terminera peut-être là-dessus, sur le fait qu'un OPCO a refusé la feuille d'émargement signée électroniquement parce qu'elle avait été signée par le formateur à la place de l'apprenant pour aller plus vite. Donc il faut bien le double signature et apprenant Il faut et une double formateur. signature. Et Oui, apprenant tout et à fait. formateur. Et il faut des logs de connexion qui vont avec. Alors, vous n'êtes pas obligé de les fournir. Après, si vous les avez, de toute façon, c'est toujours mieux de les donner. Voilà. Mais alors, attention, la feuille d'émargement, il y a des conditions complémentaires. Il faut l'intitulé de la formation, la durée, les horaires, donc signé par le formateur et l'apprenant, par demi-journée de formation, à la fin de la formation, pas 3 jours après. Donc voilà, toutes ces conditions-là, elles ne sont pas fixées au sein du Code du travail ou dans les conditions générales, mais elles ont été posées par la jurisprudence, par les décisions des tribunaux. Donc bien vérifier toutes les mentions, parce que sinon, effectivement, les contrôleurs pourront vous refuser ces pièces-là, alors que c'est quand même pour les formations en présentiel et les formations synchrones, les pièces justificatives qui sont, entre guillemets, les plus probantes pour les contrôleurs. Peut-être une dernière question. Là, je vois une question concernant l'adresse. Personne qui dit on a été contrôlé par l'adresse, mais on n'a jamais eu de retour de document d'audit avec des actions à mettre en place. Est-ce normal? Ou est-ce que du coup c'est un épiphénomène dans une région? Ouais, alors là, je ne sais pas, ça dépend déjà quand est-ce qu'a été réalisé le contrôle. Si ça date d'il y a plus d'1 an, on a déjà eu le cas où effectivement, en fait, il n'y a eu aucun retour de la part de l'adresse, donc potentiellement qu'il n'y a pas eu de manquement constaté. Après, c'est vrai que normalement, vous êtes alors fin janvier, début février, bon, il y a peut-être encore, voilà, peut-être attendre encore un petit peu, mais normalement, vous êtes censé avoir une notification de clôture hein, si jamais aucun manquement n'a été constaté. Par principe, ce n'est pas normal. Après, vous pouvez quand même demander à l'adresse, hein, vous pouvez leur faire un courrier justement pour leur demander où est-ce qu'en est en fait le contrôle de votre prestataire de formation. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Justine, merci beaucoup pour ton Merci à vous. intervention. Désolée pour les soucis de slide qui ne passaient pas. Indépendant de notre volonté. C'est les mystères du Teams. Je voulais vous dire que effectivement tout sera mis en replay le plus rapidement possible. On prévoit avec Loïc un prochain webinaire. Loïc, c'est le 22 mai. Et on parlera d'un autre sujet réglementaire qui est l'accessibilité, puisqu'il y avait effectivement l'entrée en vigueur d'une loi autour de l'accessibilité sur les supports numériques. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Et puis, on espère vous revoir très bientôt. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.